C'est parti pour 21 à 22 km jusqu'à Bâche. Aujourd'hui, le temps semble assez beau, mais il y a du vent. Hier, on était au gîte Le Chemin Partagé, qui est tenu par Flo Flo. Et on a passé une super soirée, on a bien rigolé. Et on a assisté à un beau coucher de soleil. Je dois dire, sur les quelques dizaines d'auberges que j'ai fréquentées sur les chemins, celle-là est dans mon top 10 facilement. Et c'était un moment exceptionnel. Et des vingtaines de dames Jeanne de Niol stockées dans un grenier. Depuis des années. Attends, ils ont un tonne magénique. Mes murs de septembre là. Il ressemble au tracteur de mon pépé. Eh ben, ça, c'est un ver de terre mutant. Je dois dire que ce début d'étape est plutôt cool. Tout à l'heure, on va s'arrêter à Limognan-Quercy, faire quelques emplettes, parce que après Bâche, c'est-à-dire notre étape de ce soir, et jusqu'à Cahors, on va traverser ce que les locaux appellent le grand vide, c'est-à-dire où il n'y a rien. Enfin si, il y a bien quelques fermes, mais il n'y a pas vraiment de village, pas trop de points d'eau, et encore moins de magasins. Nous sommes sur le chemin des Causses perdues. Faut y aller pour perdre des causses. Comme Limognan-Quercy est encore à 4 km dans ces eaux-là, nous allons poursuivre notre série sur les Templiers, avec cette fois la hiérarchie en Occident. Et nous commencerons par le maître en deçà, qui ne fait d'ailleurs pas partie de la hiérarchie spécifique à l'Occident, mais qui dépend directement de la maison mère. Vous voyez, ça commence. On devait parler de la hiérarchie en Occident, pas d'un quidam quelconque qui vient de l'Orient. Oui, mais sinon, c'est trop simple. Ah, une côte. Donc, on parle du maître en deçà au-delà de la côte. Le maître en deçà, c'était un envoyé du grand maître qui visitait les commanderies en Occident, qui faisait le tour, qui inspectait et qui accessoirement vérifiait si le pognon était bien dépensé et pas détourné. Un peu comme notre Cour des comptes, mais en plus efficace.
Le maître en deçà, c'était un peu l'inspecteur général de l'ordre du Temple en Occident. Au fait, frère Michel, on a eu la visite du frère en deçà. Il en pense quoi de notre commanderie? Il a dit qu'on n'était pas en dessous de tout, mais qu'on était en deçà des objectifs fixés par le boss. Qu'il fallait aller bien au-delà. Et par-dessus ça, il aime pas trop la bouffe qu'il y a. Oui, enfin, en même temps, on est en pleine semaine de jeûne. Au fait, qu'est-ce qu'il fait le maître en deçà en ce moment? Oh, pas grand-chose, il se balade de ci, de là. Tu veux la moitié de mon crouton de pain? Non, non, je me sens un petit peu ballonné là. Je suis pas ballonné du tout là. Je prendrais bien un second petit déjeuner. Peut-être dans 2 ou 3 kilomètres. Alors la cabane est à 5 mètres. Mais où est-elle donc? Elle était bien cachée mais toute petite. Parce que là on passe au milieu du circuit des cabanes auquel on ne peut pas tout accéder parce que c'est clôturé. Ma cabane dans le Quercy, elle m'abrite de la pluie. La 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 la. Voilà, c'était le début de chanson de cette étape. Je ne savais pas que les coquilles Saint-Jacques poussaient dans le Quercy. En fait, c'est une œuvre d'art, l'œuvre d'art Pecten Maximus. Et on arrive à Limogny-en-Quercy. Donc, au second petit déjeuner. Eh ben dis donc, t'as une sale tête toi. Et voilà, Limogny-en-Quercy. Et ça circule beaucoup sur la route. Alors, café le galopin, nous allons de ce pas y galoper. Bien, après ce second petit déjeuner, il est temps de repartir, il nous reste 13 km à faire. Il y a toujours autant de vent. Mais avant, on va s'arrêter faire quelques emplettes au supermarché. A priori, dans les environs, il y a des plantations de chênes truffiers. Évidemment, dès qu'on refait des provisions, le sac s'alourdit. D'autant plus qu'on n'avait pas fini celle qu'on avait dans le sac. Enfin, que j'ai dans le sac. Je pense que le maquereau à l'escabèche et les sardines, on va les finir ce soir.
Bien, maintenant que j'ai digéré mon muffin à la confiture, on va peut-être pouvoir reprendre sur la hiérarchie des Templiers en Occident. Ah ben ouais, mais après la petite côte. Comme vous le savez, en Occident, comme en Orient d'ailleurs, il y avait une subdivision territoriale dont certaines provinces correspondaient à nos pays actuels, ces provinces étant elles-mêmes subdivisées en bailliages. Et comme je vous aime bien, je vous ai préparé une liste de tous les maîtres et sous-maîtres, qu'on appelle aussi maîtres, de ces provinces et bailliages. En fait, non. Parce que s'il faut que je commence à prononcer les noms des maîtres allemands, ça va vite devenir compliqué. Par commodité, je les appellerai tous Helmut. À la place des différents maîtres des provinces et bailliages, je vous parlerai du maître de passage, à propos duquel il existe très peu de sources historiques. Le maître de passage, c'était le responsable de l'acheminement des chevaliers et de leur équipement vers la Terre Sainte. C'était un peu le voyagiste de l'époque. Allô, bonjour monsieur le maître de passage. Maître de passage tout court. On est entre frères, pas de chichi entre nous. Oui, donc maître de passage, j'aurai 3 chevaliers, leur équipement et leur cheval à acheminer jusqu'en Terre Sainte. Bien, 3. Alors les 3 chevaliers, ça fait 3 fois 2, 8 écus. Comment ça, 8 écus? Ah oui, 3 fois 2, 6 écus pour les chevaliers et 2 écus de commission. Ça me rappelle les morphos bleus que j'avais vus voler en Amazonie, mais en 10 fois plus petits. Bien, après cette petite digression papillon bleu, je reprends avec notre agence de voyage templière. 2 écus, c'est cher comme commission. Oui, enfin, on bosse pas pour rien quand même. Il y a la logistique, la nourriture, l'embarquement, l'entretien des bateaux, et puis les assurances. Ah bon, vous faites des assurances? Oui, oui, d'ailleurs, on vous conseille d'en prendre une. L'assurance décès. Comme ça, au lieu que nos frères en Orient prennent tout votre cheval si vous êtes mort, eh bien, votre épouse récupère la moitié de votre cheval, comme prévu. Quand même, j'hésite. Parce que qu'est-ce qu'elle ferait de la moitié d'un cheval? Ah bah écoutez, monsieur, c'est quand même plus facile à ranger. Avec une seule écurie, vous pouvez ranger 2 moitiés de chevaux. Ça vaut le coup, non? Bon, ok. Et pour les bagages à main, on a droit à quoi? Alors, pour les bagages à main, une bague. Ah oui, ce sont des bagages à main. Donc, les bagages à main, ça se porte à la main. Bon, on est une compagnie charter, mais on a quand même le souci du client. Oui, enfin, le problème, c'est qu'on a tout notre équipement et puis nos chevaux. Pas de problème, tout est prévu. Vous pouvez prendre des bagages en soute au prix de 792 écus par cheval. Attendez, laissez-moi réfléchir à ça et puis je vous rappelle après la côte. Interrogation
pour vous, avant que le frère Jean-Claude rappelle le maître de passage, comment s'appellent ces pierres ou comment s'appelle l'assemblage de ces pierres? Voilà, je ramasse les copies demain matin, si j'ai du réseau pour mettre la vidéo en ligne. Allô, oui, maître de passage, c'est frère Jean-Claude ici, je vous rappelle. Bon, écoutez, c'est ok pour les chevaux, mais si vous me permettez, quand même, ça fait cher, hein, parce que sur le parchemin publicitaire qu'on a reçu à la commanderie, c'était marqué Marseille, Jérusalem, 2 écus. Ah mais frère Jean-Claude, c'est bien pour ça qu'on l'appelle un parchemin publicitaire. Au fait, maître de passage, une question me taraude. Comment ça se passe pour les repas? C'est heure fixe? Les repas sont compris? Frère Jean-Claude, on est une compagnie low cost. Vous pensez pas qu'on va vous fournir les repas quand même? Non, non, les repas, c'est en sus. C'est à commander sur place. Remarquez, comme c'est un voyage en bateau, vous pouvez toujours pêcher. Mais il faudra louer le matériel de pêche. Parce que votre matériel de pêche, il compte pas dans les bagages à main. Bon, s'il n'y a pas le choix, ben, on va prendre la prestation totale alors. Ça fait combien? Alors voyons, je calcule. Un Marseille-Jérusalem pour un chevalier, 1723 €. Toute ressemblance avec des compagnies aériennes ayant existé, existant ou appelées à exister, serait purement fortuite ou involontaire. Comment ça, il nous reste moins de 8 km? Mais il est 12h30. Il va falloir qu'on fasse une pause. Bien, après cette plongée dans les affres de l'organisation d'un voyage Marseille-Jérusalem en armure avec des chevaux et en bateau, je reprends avec notre organisation des Templiers en Occident. Les commanderies étaient commandées par des précepteurs. Précepteurs parce que précepteurs. Remarque, vu les mœurs de l'époque, il y avait peut-être besoin d'un enseignant pour enseigner les bonnes manières à des soudards assoiffés de sang qui veulent défoncer l'adversaire. Si vous vous souvenez, Innocent II avait autorisé les Templiers à avoir leur propre prêtre. C'est ainsi qu'apparurent les frères Chapelain. Dans la vie, il y a 2 sortes d'hommes, ceux qui prient et ceux qui frappent. Toi, tu frappes. Et nous arrivons à Varères. Varères, où nous allons faire une petite pause pique-nique. Et dernière épicerie avant Cahors. C'est-à-dire que la prochaine épicerie est à au moins 30 km. Toi, tu viens quémander de la nourriture. Bien, après cette pause pique-nique, durant laquelle un canard est venu quémander un peu de nourriture, il est temps de repartir. Il nous reste à peu près 5 km à faire.
Bien, je vais en finir avec cette hiérarchie des Templiers en Occident. Alors au niveau militaire, c'était comme en Orient, avec les frères chevaliers, les frères sergents, et toute la hiérarchie militaire qui va avec. Dans l'ordre du Temple, il n'y avait pas que des combattants et des frères qui priaient. Comme dans toute organisation militaire, il y avait besoin d'autre chose que d'hommes qui se battent. Il y avait donc chez les Templiers ce qu'on appelle les frères de métier, qui étaient agriculteurs, artisans, bref, tous ceux qui ne se battent pas. Et enfin, tout au bas de l'échelle, il y avait les serviteurs et des serfs, qui n'étaient pas des hommes libres. Tout ça, bien entendu, débouchait sur une grosse organisation. Et à tout moment, il y avait environ 10 personnes au service d'un chevalier templier. C'est certes une proportion importante, mais moindre que celle du nombre de personnes au service d'un pilote de l'aéronaval. En même temps, catapulter un chevalier en armure depuis un voilier pour l'envoyer au-dessus du Moyen-Orient, c'était assez peu courant à l'époque, et pas super efficace. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui sur les Templiers. Demain, nous parlerons des draps, des oreillers et des chaussettes du pape. Alors ça, si c'est pas une bande-annonce qui déchire, et il doit nous rester à peu près 3,5 km jusqu'à Bâche, qui s'écrit comme Jean-Sébastien Bach, mais sans Jean-Sébastien. Et nous allons finir cette étape sur ces chemins caillouteux bordés de murets de calcaire du Quercy, au milieu de ces forêts de chênes. Quoique je subodore un gros raidillon en fin d'étape. Normal. Que serait une fin d'étape sans son raidillon? À moins d'aller randonner en Beauce. J'attendais le raidillon, mais a priori, on vient de le passer. Il n'était pas si raide que ça d'ailleurs. Et nous arrivons à Bâche. Et il ne nous reste plus qu'à trouver notre hébergement, qui ne doit pas être très loin parce que Bâche est tout petit. Alors, Burgos 703 km, Léon 880 km, Santiago de Compostela 1191 km, Saint-Jean-Pied-de-Port 417 km. Et voilà, je crois que nous sommes arrivés. Voilà, fin de cette étape de 23 km et demi pratiquement. Demain, ça va être plus long. Ça va être 27 km à peu près, jusqu'à Cahors. Maintenant, on va se reposer un peu. L'accueil ne se fait que dans 1 heure. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.